Aujourd'hui, nous allons un petit peu quitter nos champs de bataille de la guerre de sécession pour entamer un petit voyage dans notre passé. Nous allons parcourir la Toscane tout en passant par la Lombardie, en faisant également un petit détour vers l'au-delà, et nous allons parler de nombre de choses. Italie médiévale, théologie, poésie, philosophie, etc., etc. Avec cette maigre description, vous aurez déjà peut-être deviné de qui on va parler. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'un des écrivains et penseurs les plus connus de cette époque. Je parle de Dante. On connaît assez peu de choses des débuts de la vie de Dante. Tout d'abord, la date de naissance de l'écrivain n'est pas connue. Cependant, on s'accorde sur une date qui serait entre 1265 et 1267. Alors, Dorante degli Alighieri, syncopé plus tard en Dante, naît à Florence dans la famille aristocratique Alighieri. L'Italie de cette époque est alors bien différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Oubliez l'image d'un territoire unifié. On est alors, en cette deuxième moitié de XIIIe siècle, sur une péninsule totalement désunie et où règnent les luttes de pouvoir entre les différentes familles aristocratiques de chaque petite cité-État italienne. Nous avons déjà parlé de la République de Florence, ville où naît Dante, mais il en existe d'autres et surtout de bien plus puissantes. Tout d'abord, les grandes cités marchandes comme Pise, alors en déclin, mais surtout les toutes puissantes Gênes et Venise, qui se livrent à une sanglante rivalité pour le contrôle du commerce méditerranéen. Puis il y a les grandes cités lombardes, Vérone, Crémone, Bologne, mais surtout Milan, en état de guerre civile entre les puissantes familles Visconti et Toriani. Il y a également de grands royaumes dans cette Italie, tels celui de Naples et de Sicile. Enfin, il faut parler des deux grands qui se disputent le contrôle de la riche péninsule. Le Saint-Empire romain germanique, ayant en sa possession la Lombardie, et les États pontificaux, dirigés par le pape. Cette opposition fait rage en Italie depuis le début de la dynastie des Hohenstaufen, au début du XIIe siècle, dynastie alors régnant sur le trône impérial jusqu'en 1250. Cette opposition se matérialise par les conflits entre les Guelfes, fidèles au pape, et les Gibelins, fidèles à l'empereur. Cependant, les frontières sont loin d'être opaques entre les deux camps, et les princes italiens se rallient bien souvent aux plus offrants, tentent de rester indépendants et également de jouer sur les deux tableaux, comme le prouve la formation d'une ligue lombarde au cours de ces guerres, ne se battant que pour l'intérêt des cités lombardes et occasionnellement soutenue par le pape. Dante naît ainsi dans une cité de tradition guelfe. Sa famille l'étant également. Ses parents sont donc deux guelfes influents de la cité et ont réussi à donner un certain prestige à leur famille, malgré les récentes victoires gibelines qui auraient pu avoir pour conséquence de les faire disparaître. Sa mère, Gabriella degli Abati, mourut alors que Dante n'avait que 13 ans. Son père, vite remarié et ayant deux autres enfants, la suit peu après dans la tombe, 4 ans plus tard. On connaît alors assez peu de choses sur l'enfance de Dante. On sait qu'il est fiancé à 12 ans avec une Florentine nommée Gemma, avec qui il se mariera en 1292 et aura de nombreux enfants. Son éducation est tout aussi méconnue. On sait qu'après avoir séjourné quelque temps à Bologne, il est envoyé étudier dans différentes écoles religieuses de Florence. Il rencontre également des poètes et noue une amitié toute particulière avec un certain Guido Cavalcanti. Il est alors attiré par la poésie et également par les ménestrels, poètes ambulants de l'époque. De plus, il découvre la culture latine, où il est particulièrement attaché aux écrits de Virgile, poète romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Lorsque Dante devient adulte, il s'investit pleinement dans la vie politique de la République de Florence. Guelfe convaincu, il participe à de nombreuses expéditions militaires contre les Gibelins de la région,
et se fait notamment remarquer en 1289 lors de la bataille de Campaldino. Nommé ensuite dans l'administration de la cité, il accomplit avec zèle ses différentes tâches. Cependant, il faut préciser quelque chose sur le camp guelfe de cette époque. Il existe en effet des divisions parmi celui-ci dans la cité de Florence. Tout d'abord, il y a les guelfes noirs, fidèles à la politique du pape, Boniface VIII. Et il y a également les guelfes blancs, prônant une plus grande indépendance de Florence vis-à-vis de la papauté, mais également prônant une plus grande indépendance de la région de la Toscane. Dante, suite aux tentatives d'intensification de l'influence papale en Toscane en 1300, par la revendication du vicariat impérial sur la région, c'est-à-dire un titre honorifique qui dit que vous êtes gouverneur d'une région du Saint-Empire romain germanique, Dante devient alors, comme son père, un fervent blanc. Ainsi, il participe en 1301 à une ultime tentative de conciliation avec le pape et est envoyé à Rome en qualité de membre du Conseil des Cent, l'organe dirigeant la République de Florence. Mais durant l'expédition de Dante, Charles de Valois s'empare de Florence avec l'aide des guelfes noirs triomphants. Ce Charles de Valois étant un fervent partisan du pape et également, avouons-le, un sacré fauteur de troubles dans toute la péninsule. Les procès commencent alors à Florence, et retournant vers la ville, Dante apprend sa condamnation pour diverses accusations, mais surtout pour insoumission au pape. Il refuse de se présenter comme accusé, puis il est condamné une deuxième fois en 1302. Il est condamné au bûcher et ses biens sont confisqués. Il est alors obligé de s'exiler avec d'autres guelfes blancs et ne reviendra jamais à Florence. Commence ainsi son long exil. Il pense d'abord à assiéger la ville, mais y renonce au vu de la faiblesse de ses moyens. Il erre ainsi durant tout le reste de sa vie de cour italienne en cour italienne, surtout en Lombardie. Cependant, après la signature à Sarzana de la paix de Castelnuovo, paix à laquelle participe Dante et qui vise à réconcilier les guelfes et les gibelins de la région, celui-ci se sépare alors des guelfes blancs et se crée, selon ses propres dires, un parti bien à lui, prônant la monarchie universelle qui unifierait le monde chrétien et également qui serait séparé du pouvoir spirituel. Il critique également vivement les luttes partisanes qui déchirent alors l'Italie. Alors, de notre point de vue du XXIe siècle, cette vision de monarchie universelle peut nous paraître assez étrange. Mais à l'époque, il faut savoir que c'est une théorie politique qui est très en vogue et qui est très connue. Et d'ailleurs, la création même du Saint-Empire romain germanique visait à créer cette monarchie universelle. Le monde chrétien d'alors est théoriquement dirigé de manière temporelle par l'empereur germanique et de manière spirituelle par le pape. Mais bon, bien évidemment, vous pensez bien que les rois de France ou que les rois d'Angleterre ne vont pas réellement écouter tout le temps les ordres de l'empereur ou même les ordres du pape. Et même le plus souvent, ils s'en fichent royalement. Mais bon, trêve un petit peu de théorie politique de Moyen-Âge, revenons un petit peu à Dante, qui, entre-temps, va séjourner dans la dernière ville où il habitera, la ville de Ravenne, où il mourra de la malaria en 1321. Son tombeau d'ailleurs s'y trouvant encore aujourd'hui, avec un sarcophage commandé en 1780. Son corps étant d'ailleurs encore aujourd'hui source de conflits entre Ravenne et Florence, cette dernière qui voudrait bien récupérer le corps de l'ancien Florentin. Ainsi, c'est comme ça que se conclut cette vie incroyable et pleine de rebondissements. Mais elle ne se résume malgré tout pas qu'à la politique. Il reste à parler de l'immense œuvre littéraire de Dante. Dante commence son immense œuvre entre 1292 et 1294 par Vita Nuova, récit décrivant sa première rencontre en 1274 avec Béatrice di Folco Portinari, puis sa deuxième 9 ans plus tard.
Ce texte témoigne d'un amour qui nous est enjolivé par Dante, mais dont on ne sait en réalité rien. C'est un texte qui est évidemment éminemment beau et lyrique, notamment sur le désespoir de Dante suite à la mort de Béatrice en 1290, mais on doute de la véracité de cette histoire. On ne sait pas si Dante s'est inspiré de sa propre vie ou si même Béatrice a réellement existé. En tout cas, ce récit, qui est constitué d'une suite de poèmes, qui peuvent être chacun extrêmement interprétables et dont on a du mal à trouver le véritable sens même aujourd'hui, fait en tout cas de ce récit une œuvre assez mystérieuse, voire eschatologique. En ressort ainsi une ardente déclaration d'amour, accompagnée d'un mysticisme étrange et déroutant. D'autres œuvres viennent ensuite s'ajouter à Vita Nuova. D'une part, de nombreux traités politiques, le premier est De Vulgari Eloquentia, écrit durant son exil, en latin, et parlant des langues vulgaires italiennes, de leur histoire et de comment peuvent-elles s'unifier en un dialecte vulgaire parlé dans toute la péninsule. Puis il y a Ille Convivio, paru en 1305, traitant en toscan de sujets assez habituels pour un intellectuel de l'époque. Éloge de la science, de la philosophie, de la morale, mais Dante veut surtout faire découvrir au plus grand nombre, à travers ce traité, la culture et la science antiques, et également contemporaines. Enfin, il écrit entre 1310 et 1313 en latin De Monarchia, traité sur ses opinions politiques, faisant tout d'abord l'éloge de la monarchie universelle qu'il a défendue comme système idéal après sa rupture avec les Guelfes blancs, puis demandant au pape et à l'empereur, en s'appuyant sur le peuple de Rome, héritier de l'Empire romain, de maintenir leur autorité dans leurs domaines respectifs, le spirituel pour le pape et le temporel pour l'empereur. On peut également compter deux œuvres plus minimes. D'une part, des églogues, de petits poèmes écrits à la manière de Virgile, et également un recueil poétique appelé Les Rimes, sorte de laboratoire poétique pour Dante. Enfin, quelques autres textes et lettres nous sont parvenus de lui. Cependant, son texte le plus connu reste tout de même la Divine Comédie, commençant son écriture en 1306 et la poursuivant jusqu'à sa mort. C'est un récit qui est écrit intégralement en toscan et qui raconte l'histoire de Dante qui, perdu dans une forêt, rencontre alors Virgile, qui l'invite à plonger avec lui dans l'au-delà. Dante voyage ainsi à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, en suivant Virgile qui lui sert de guide durant toute la Semaine Sainte 1300. Cependant, Virgile, qui l'accompagne durant son périple en enfer et au purgatoire, doit malgré tout l'abandonner devant les portes du paradis, car étant né avant le sacrifice du Christ et ne pouvant donc y accéder. C'est ensuite Béatrice, oui, celle de Vita Nuova, qui le guide au paradis. Ce récit est ainsi un véritable voyage initiatique qui va faire se confronter Dante à une centaine de personnages historiques issus de l'Antiquité jusqu'à son époque. La Divine Comédie porte ainsi plusieurs rôles. C'est un récit du parcours personnel de Dante, un manuel théologique sur l'au-delà, un guide éthique et moral, ou encore une réflexion sur la recherche du salut éternel. Véritable magnus opus de Dante qui met tout son génie et nous décrivant avec réalisme des lieux qui tiennent pourtant de la métaphysique et de l'imaginaire. Dante, l'un des plus grands écrivains et personnages de l'Italie et même du Moyen Âge, marque encore de son empreinte le pays et même le monde. Tout d'abord, en 2020, le gouvernement italien a décrété que le 25 mars serait la journée de Dante, totalement dédiée à la commémoration du personnage. C'est dire à quel point il est important dans son pays d'origine. Son œuvre monumentale et magnifique, entre poésie, réflexion philosophique et théologique profonde, est une source d'études et d'inspiration énorme. Il y a même une science qui étudie toute son œuvre, la dantologie. Également, de nombreux écrivains lui ont rendu hommage,
tel Honoré de Balzac, avec la comédie humaine, qui fait donc directement référence au titre de la Divine Comédie de Dante, et où Honoré de Balzac le cite directement ou fait référence à l'œuvre de Dante. D'autres personnalités lui firent un hommage, tel le pape Benoît XV qui lui réserve une de ses encycliques en 1921, à l'occasion du 6e centenaire de sa mort. Il est enfin extrêmement représenté dans l'art et est encore présent dans l'espace public, avec ses nombreuses statues le représentant. Et tout ceci n'est qu'effleurer l'immense héritage du personnage. Dante, personnage historique majeur de son époque, l'un des écrivains et poètes les plus célèbres de toute histoire, l'œuvre et l'héritage qui lui est resté après sa mort est monumental. Ce n'est pas simplement un grand politicien de cette Italie médiévale impitoyable, ou un auteur de jolie poésie, mais bel et bien un des penseurs majeurs de toute l'histoire occidentale, dans nombre de domaines, aussi bien théologiques que plus philosophiques. J'ose espérer en tout cas que cette maigre présentation de ce personnage aura rempli son rôle et que vous aurez aimé voyager avec moi aussi bien dans cette Italie du XIIIe siècle qu'au fin fond des enfers. Enfin, je vous invite, si cela vous intéresse, à l'étudier, à le lire et si vous le pouvez, à retirer quelques leçons de sa vie et de son œuvre.